Alors, ça pourrait s'intituler « Mais comment peut-on être conservateur de musée ?» Parce que je dois vous avouer une chose, je ne suis pas conservateur de musée. Je suis archiviste. Et dans ces soirées ICOM, je prends toujours énormément de plaisir à entendre parler des collègues des métiers du patrimoine, d'un métier du patrimoine qui m'est proche, mais qui n'est pas celui que j'ai pratiqué au début, celui dans lequel j'ai en quelque sorte appris le patrimoine, parce que j'y vois des sources à la fois de rapprochement, évidemment, et de différence. Alors, en introduction, François Mérès m'a donné l'impression que nous étions peut-être déjà dans une future soirée débat ICOM, une soirée débat ICOM où on débattrait effectivement de cette nouvelle définition du musée et de savoir comment on peut penser le musée, comment on peut penser la place de l'objet en quelque sorte après Kyoto, avec les inquiétudes, je le vois bien, que cela soulève au sein de la profession, au sein des métiers des musées, quant à ce que deviendrait le musée si la collection et si l'objet n'était plus véritablement au cœur de celui-ci. Et on a vu effectivement que les définitions proposées font peut-être à l'objet une place plus modeste ou moins centrale que nous lui connaissons, et en tout cas que nous lui connaissons dans nos traditions. Et pour autant, la soirée d'aujourd'hui me semble apporter un certain démenti à ces craintes. Et je pense qu'il y a plutôt lieu d'être rassuré, au contraire. Mais cette nouvelle définition, qui peut-être, sans abaisser l'objet, le fait moins central, en mettant en avant la dimension d'agora culturelle, de lieu de rencontre, de lieu inclusif du musée, elle est, je dirais, d'une certaine manière, le symptôme aussi du succès, de l'extraordinaire succès du musée dans le champ du patrimoine aujourd'hui. Il y a ça 2 ans, alors que les élèves de la nouvelle promotion de l'INP étaient en visite au musée d'Orsay, Laurence Descartes leur a dit que le musée occupait aujourd'hui dans le monde du patrimoine la place du flagship, c'est-à-dire en quelque sorte du pilote, de la boutique pilote, de l'endroit où on teste, où l'on expérimente, où l'on innove. Et je crois que dans une certaine mesure, même si les nouvelles définitions du musée mettent moins l'objet au centre, eh bien cet immense succès, le musée le doit précisément à l'objet. Parce que l'objet, contrairement à l'archive, est généralement beau, contrairement à l'archive, il est généralement cher. Contrairement au monument, qui est également beau et cher, il est mobile, il est déplaçable, et parce qu'il bouge de plus en plus, y compris au risque du péril climatique, on l'a vu la semaine dernière ici, dans une journée du SMF qui portait sur la manière de faire des expositions éco-construites, et bien parce qu'il bouge de plus en plus, avec le mouvement continu des œuvres, qui bénéficie d'un quasi-statut d'extraterritorialité et d'universalité, il entraîne avec lui le mouvement continu des hommes et donc le mouvement continu des idées. Et c'est pour cela, peut-être, qu'il est plus que d'autres sous-champs du patrimoine un terrain d'expérimentation. Peut-être que le monument sera le sépulcre de l'État-nation et l'archive son linceul, mais le musée, lui, il est bien de plein pied, je crois, dans la globalisation et dans la mondialisation. Alors, ces craintes face à l'objet, face à une possible dilution de celui-ci dans cette dimension d'agora culturelle du musée, eh bien, tout au long de cette soirée, chacun, je dirais, a un petit peu apporté sa propre réponse, finalement, à cette question, en voyant comment l'objet peut avoir d'autres sens que celui d'être simplement objet d'étude, de délectation, mais comment on peut constamment en réinventer le sens. Si on devait en quelque sorte résumer les interventions de ce soir, l'objet retrouve toute sa place au sein du musée, pour peu qu'on en déverrouille le sens et qu'on admette, au lieu d'une interprétation univoque, fondée sur l'expertise historique et scientifique, une pluralité, des pluralités, je dirais, d'interventions possibles. Et, puisque j'ai dit que je ferai quelques contrepoints, je vais commencer dès à présent par un contrepoint. Si les conservateurs de musées sont peut-être inquiets de voir dans la définition du musée la place de l'objet se limiter ou se restreindre, dans le monde des archives, ce qui est bien en cause aujourd'hui, c'est la disparition de l'objet pur et simple. La crainte pour l'archiviste de devenir un conservateur d'un musée de papier le jour où il n'aura plus que des boîtes et le jour où il n'y aura que des données, et la crainte, s'il n'arrive pas à saisir ces données,
de ne plus pouvoir remplir son rôle non seulement de conservateur, mais aussi de greffier, en quelque sorte, de l'État ou de la chose publique qu'il a tenu depuis longtemps et qu'il entend tenir aujourd'hui. D'où cette crispation et cette obsession qu'on voit parfois dans le monde des archives autour de la question des archives électroniques. Alors, si je prends maintenant les différentes interventions de ce soir, je dirais que peut-être, Sylvain Amick, vous avez tenté dans un premier temps de réinventer le sens de l'objet à partir de la question de la participation, finalement. Et la participation est revenue à plusieurs reprises dans votre propos, de manière centrale, mais notamment dans cette expérience très intéressante de la Chambre des visiteurs, où on voit que non seulement le visiteur peut proposer l'œuvre qui sera présentée, mais encore qu'il peut donner le discours, qu'il peut donner son interprétation. J'ai compris que ça avait fait débat au sein de l'équipe. Dans les cénacles que j'ai fréquentés pendant 10 ans, qui étaient ceux de l'ethnologie ou du patrimoine immatériel, c'était pourtant une évidence, puisque ce paradigme participatif que vous mettez en œuvre à travers la Chambre des visiteurs, il est fondateur dans la définition de l'UNESCO, dans la définition du patrimoine culturel immatériel en son article 2. On entend par patrimoine culturel immatériel ce que les groupes, communautés ou individus reconnaissent comme étant leur patrimoine, convention ratifiée par la France, et il est également fondateur dans un texte que la France n'a pas ratifié, la convention de Faro, parce qu'il apparaît-il fait très peur au Conseil d'État quand il l'a lu, mais qui dit que toute personne en Europe a droit au patrimoine culturel et que le droit au patrimoine est inhérent à l'expression aussi d'une culture. Et donc, on peut en déduire que l'expérience de la parole populaire, de la parole ordinaire, en tout cas, sur le patrimoine, est aussi légitime que peut l'être la parole de l'expert, et qu'elle entre non pas en concurrence, mais en complémentarité avec celui-ci. Sébastien Cherruet, vous nous avez amené à interroger la place de l'objet, cette fois-ci, par rapport à l'architecture et par rapport à l'authenticité. Dans votre intervention autour de cette exposition consacrée à Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton, il y a énormément de choses qui ont, je dirais, parlé à l'historien de l'architecture que j'ai été et au conservateur des monuments historiques que j'ai fréquenté pendant longtemps. Là aussi, j'ai compris qu'on vous avait fait des critiques à propos de cette exposition, peut-être sur le caractère immersif, d'une part, sur le fait d'avoir voulu recréer des architectures intérieures, mais aussi sur le fait d'avoir touché la question sensible de l'authenticité à travers la coexistence, la cohabitation au sein de mêmes espaces d'objets authentiques et d'autres qui seraient des reproductions, des copies, voire parfois des créations de choses qui n'avaient pas vraiment existé. J'aime pas trop ce genre de commentaires et de critiques. Ça me rappelle ma grand-mère quand elle me disait qu'une femme ne devait pas porter à la fois des bijoux vrais et des bijoux faux en même temps parce que ça gâtait les vrais. Donc moi, je suis résolument pour qu'on mélange au contraire les choses. Mais en même temps, dans ces mélanges ou dans ce rapport à l'architecture, il y a des points de crispation qu'il est très intéressant d'interroger. Par exemple, dans le rapport à l'architecture, et dans le fait qu'on fasse cohabiter des objets authentiques avec des copies ou des reproductions, on n'est certes plus au temps de Viollet-le-Duc, mais je rappellerai quand même que la grille du château de Versailles que vous voyez, c'est une œuvre de Frick-Derry Didier extrêmement récente. Est-ce que ça fait tant débat que ça? Et quand on voit le portique qui relie le pavillon de la reine au pavillon du roi au château de Vincennes, eh bien, c'est aussi une restitution de l'époque malrussienne, parce que du temps où l'armée avait fait une caserne du château, eh bien, ce portique, évidemment, il n'existait plus. Et sans aller chercher jusqu'au Japon, où vous l'avez rappelé, la notion d'authenticité est très différente des nôtres, il suffit de se rendre à Berlin, où on voit qu'on reconstruit le château des Hohenzollern après avoir détruit le palais de la République. Et je vous conseille de vous en souvenir, la prochaine fois que vous passerez entre le pavillon de Flore et le pavillon de Marsan, on pourrait, si on voulait, effectivement reconstruire les Tuileries. Et puis l'autre question, effectivement, qui était posée par votre intervention, c'était la question du rapport, finalement, à l'authenticité. Ça nous amène peut-être à nous demander pourquoi est-ce que nous avons tellement besoin, lorsque nous allons dans un musée, de voir des choses, des objets authentiques. Est-ce que nous œuvrons vraiment l'authenticité ou est-ce que nous craignons seulement que notre émotion face à un objet non authentique ne soit pas authentique elle-même?
Et est-ce que nous ne craignons pas finalement d'être trompés, en quelque sorte, sur la marchandise, mais dans nos affects? Et puis, est venue l'intervention d'Emmanuel Casarero, et cette fois-ci, ce qui a été posé, c'est la question essentielle, la question de la rupture du sens et de la restauration de la continuité du sens à travers le passage de l'objet dans le musée. Et cela se pose de manière singulière lorsque les objets qui arrivent au musée sont investis d'une dimension sacrée. C'est évidemment quelque chose qui est totalement hors de nous et loin de nous pour les objets issus de la tradition judéo-chrétienne que nous avons patrimonialisée depuis 2 siècles. Dans les musées d'ethnologie ou dans les musées qui s'intéressent aux cultures premières, ça reste, aujourd'hui en France, mais plus encore dans les contextes extra-européens, en Océanie notamment, une question absolument centrale. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez dit qu'il était impossible d'imaginer en France une réserve où seules 4 ou 5 personnes pourraient avoir accès parce que ce serait le lieu de conservation d'un objet qui serait réservé aux initiés et qui pourrait être le lieu d'une sacralité. Il se trouve que j'ai connu, là aussi dans une autre vie, un magasin d'archives, le magasin 304, du service des archives diplomatiques à La Courneuve, qui est un magasin fermé dont les originaux à l'époque n'étaient pas exposés, auquel seules 4 ou 5 personnes avaient accès, tout simplement parce que ce magasin conserve les traités de la France depuis le XVIIIe siècle et qu'il est donc attaché à ceci une part non seulement de secret, de sûreté, bien évidemment, mais aussi peut-être le vestige d'une certaine sacralité accrochée au sceau pendant, qui est aussi la trace de l'action de l'État dans ce qu'il a de plus puissant, c'est-à-dire dans sa capacité à contracter avec une autre puissance. Puis un autre point dans votre intervention qui m'a énormément intéressé, c'est cette dimension de jeu, mais j'y reviendrai en conclusion. Madeleine Leclerc, vous nous avez introduit à la question du sensible. C'est déjà quelque chose qu'on avait un petit peu senti dans le propos de Sylvain Amic à travers cette question du sens affectif de l'objet, à travers la question non seulement du sens, mais également des sens, comment faire vivre l'objet, notamment quand c'est un objet sonore, quand c'est un objet qui produit du son, n'est-ce pas? Et vous avez, ça s'est retrouvé dans la question qui a été posée ensuite, vous avez expérimenté en quelque sorte cette idée de tisser un lien entre l'objet traditionnel, l'objet des cultures traditionnelles et la création contemporaine. Ce qui est passionnant, mais ce qui pose effectivement la question qui a été posée, c'est-à-dire dans ce cas-là, quel est le statut en quelque sorte de l'œuvre qui est produite? Pourquoi peut-être aussi faire appel à une créatrice contemporaine pour avoir un nouveau décentrement du regard, pour ne pas faire œuvre de folklore en quelque sorte, mais pour faire justement pleinement œuvre de création et en pensant peut-être que l'objet muséifié continue à vivre et à vivre plus lorsqu'il est l'objet d'une recréation contemporaine que lorsqu'il est dans la répétition ou la reconduction des formes. Et enfin, Olivier Flaviano, à travers votre présentation de l'histoire de la collection du musée Saint-Laurent, vous nous avez introduit à une nouvelle dimension qui m'est particulièrement chère de la question du sens des objets. C'est la question que, en tant que professionnel du patrimoine, peut nous poser la question de la mise en patrimoine des objets que nous conservons. Ce qui est effectivement passionnant dans le propos que vous nous avez tenu, dans un monde où, vous l'avez souligné, tout est en quelque sorte jetable ou périssable parce que le principe même de la mode est de se renouveler tout le temps et d'être déjà démodée quand elle est faite. Il y a ce souci de conservation, avec ce terme extraordinaire de Bible, qui est en quelque sorte le conservatoire manuscrit de la collection et pratiquement le point nodal à partir duquel partent toutes les possibilités d'interprétation et d'authentification possibles, qui est donc l'idée d'un musée, avant même qu'existe un musée, mais on entend par là une forme, c'est la définition que retiennent aujourd'hui finalement tous les anthropologues du patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas un objet, c'est une forme d'attachement aux objets. C'est la croyance que l'objet peut durer au-delà de son usage. Et ce qui était très intéressant aussi, je pense, c'est cet aller-retour que vous avez fait entre les expositions qui étaient faites
du temps du vivant d'Yves Saint-Laurent et la manière dont aujourd'hui, avec les outils d'une muséologie, d'une muséographie qui est autre, on peut réinterroger ce qui a déjà été mis en patrimoine avec une autre grille, c'est-à-dire avec la grille des professionnels du patrimoine que nous sommes aujourd'hui. Je retiendrai 3 points en conclusion de cette conclusion qui nous fait déjà largement déborder du temps qui nous était imparti et nous fait courir le risque quand même de passer toute la nuit dans la galerie. 3 idées que j'aimerais, positives, notamment pour les élèves conservateurs qui sont dans la salle et qui devront faire le métier. Tout d'abord, cette idée qui a été posée par Sylvain Amic et que je synthétiserai en quelques mots ainsi. Plus on est sûr de son expertise, plus on peut être ouvert à d'autres discours. C'est pour ça que l'expertise du scientifique en patrimoine est quelque chose de fondamental. Non seulement l'expertise qui repose sur les disciplines académiques traditionnelles d'instauration de la valeur patrimoniale, que ce soit l'ethnologie, l'histoire de l'art ou l'archéologie, mais aussi l'expertise scientifique, et toutes vos présentations l'ont montré ce soir, qui est critique, qui est réflexive, qui est une interrogation sur ses propres pratiques. Le deuxième point que je retiendrai, il m'a été inspiré par le propos d'Emmanuel Casarero. Vous avez employé le mot de jeu à un moment pour désigner les tractations et les négociations qui peuvent se nouer avec une communauté dans l'opération de monstration d'un objet qui est investi d'une valeur sacrée. Il y a une dimension de jeu, il y a des limites qu'on peut et qu'on doit poser aussi à un certain moment, mais en fait j'ai eu l'impression en vous écoutant que cette dimension de jeu, elle était ludique, pour le paraphraser, mais elle était aussi extraordinairement excitante et passionnante, et que ça faisait partie finalement dans ces moments où tout est en train de bouger et où le sens de l'objet dans le musée est en train de bouger, ça faisait partie certainement des idées auxquelles nous pouvions nous attacher et nous accrocher. C'est l'idée que ces choses sont des choses importantes, sont des choses graves, parce qu'elles touchent à la question finalement des relations entre ce que le musée a été dans l'histoire de l'Occident avec son rapport aux autres civilisations, notamment dans le contexte des empires coloniaux, mais qui avait également quelque chose de tout à fait jouissif et de tout à fait libidinal finalement dans l'exploration de ce jeu et des limites qu'on peut chercher à lui poser. Et donc enfin, et en conclusion ultime, je nous inviterai toujours plus à nous interroger non seulement sur les cultures que nous montrons et sur le rôle que nous tenons en tant que professionnels du patrimoine dans la création d'un miroir culturel que nous tendons à la société, mais aussi peut-être à nous interroger sur nos propres cultures professionnelles. C'est un exercice qui pourrait, si on n'y prend pas garde, virer au nombrilisme, mais je pense qu'aussi il a une dimension salvatrice. Je vous remercie.